Après la censure, TV Liberté subit de plein fouet une nouvelle attaque qui se veut mortelle. En 12 années d'existence, TV Liberté est devenue la première chaîne alternative de France. C'est un succès inédit, construit pierre après pierre, grâce à vous tous. 8,5 millions de vues mensuelles sur toutes nos plateformes, plus de 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, plus de 1 million d'abonnés cumulés sur YouTube, entre la chaîne principale et nos formats courts. Une ascension fulgurante dans un univers médiatique verrouillé. Notre ambition était claire, marcher sur les brisées de la presse mainstream, c'est désormais une réalité en marche. Quand David affronte Goliath et que Goliath commence à vaciller. Mais ne nous leurrons pas, Goliath ne se laisse pas faire. Le succès de TV Liberté dérange. Notre liberté d'expression, nos révélations, nos coups portés à la Macronie et à l'extrême centre agacent les puissants. Résultat, nous sommes attaqués. La dernière salve est d'une violence inédite. Notre banque, celle qui nous hébergeait depuis 12 ans, vient de fermer l'ensemble de nos comptes sans préavis, sans justification, sans recours. C'est une attaque politique, un sabotage déguisé. Après les censures YouTube et l'ostracisme, nous sommes donc victimes d'une nouvelle forme de censure, la censure bancaire. Aujourd'hui en France, une banque peut rayer d'un trait de plume une structure légale, transparente, irréprochable au simple motif de lui nuire politiquement. Pas de faute, pas de procédure, pas de juge, juste le couperet, une exécution financière, une lettre de cachet moderne sur ordre politique. Cette opération a un objectif clair, nous empêcher de lancer notre campagne de dons. C'est donc un acte de guerre contre un média indépendant. Nous avons décidé de ne pas nous laisser faire, bien sûr. Depuis des jours, nous sommes tous mobilisés, avec une énergie incroyable pour trouver des alternatives et des solutions. Depuis ce jour, vous pouvez faire à nouveau votre don à TVL en toute sécurité. Nous avons tenu bon. Nous avons trouvé des solutions, mais au prix de pertes financières importantes. Des centaines de dons ont été impossibles à faire. Nos donateurs, par prélèvement mensuel ou par virement mensuel, sont invités à tout refaire leurs documents de soutien. Cette opération de censure porte évidemment un coup dur à TVL, au plus mauvais moment, celui où nous devons boucler le budget 2025. Cette opération de censure sera un échec total si vous répondez présent. Amis, envoyez tout de suite un don à TVL en réponse à cet appel. En réponse à cet appel, résistez, ripostez, défendez une chaîne libre. Ce n'est pas du chiquet. L'avenir de TVL dépend de vous. Ce n'est pas du chiquet. TVL est entre vos mains. Bienvenue dans ce nouveau Zoom de TV Liberté. Je suis très heureux de vous recevoir, Michel Orcel. Je reçois avec vous, comme dirait Aragon, une forêt d'hommes plutôt qu'un homme seul. Vous avez accompli, et vous continuez d'accomplir une œuvre considérable dans un grand nombre de domaines, puisque vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes romancier, vous êtes traducteur, vous êtes éditeur, vous avez fondé les éditions Arcadès Ambo, dont le catalogue est d'ores et déjà remarquable depuis une dizaine d'années, je pense. Vous êtes psychanalyste. Vous êtes aussi universitaire, puisque vous avez été maître de conférence à l'université de Rennes pendant de nombreuses années. Bref, vous êtes à vous seul un homme orchestre, en quelque sorte, et en même temps un chef d'orchestre, en ceci que vous avez une trame, une direction très forte dans votre existence qui coordonne à peu près tout, me semble-t-il. C'est la langue, le langage, la parole, y compris d'ailleurs dans votre activité, bien sûr, de psychanalyste. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Parmi eux, je citerai La destruction de Nice, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, c'était en 2016. Le jeune homme à la mule, toujours chez Pierre-Guillaume de Roux, auquel nous pensons, en 2019. Un recueil d'essais que vous avez consacré à Léopardi, qui est une de vos grandes admirations, et vous êtes un très grand traducteur, bien sûr, de Léopardi. Vous les avez publiés dans votre propre maison, Arcadès Ambo, Léopardi, Poésie, Pensée, Psyché. Et vous nous revenez, quelle chance, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, qui souhaiteraient aborder votre œuvre, vous nous revenez avec un nouvel ouvrage, vos mémoires, mémoires écrits sur l'eau, 1952-2022, aux éditions donc Arcadès Ambo. Je les montre à la caméra
Et vous pourrez trouver, bien sûr, cet ouvrage sur la boutique de TV Liberté, sur le site de TV Liberté. Alors, Michel Orcel, je disais que vous êtes un homme, une forêt d'hommes, pour reprendre la formule d'Aragon. Ma première question, bizarrement, ne s'adressera peut-être pas tant à l'écrivain, à l'éditeur, au poète. Elle s'adressera peut-être d'abord au psychanalyste. Je me suis demandé, vous lisant, avez-vous une idée d'où vous vient la grande curiosité intellectuelle qui est la vôtre et qui vous a fait aborder quantité de domaines, et comment expliquer cette formidable liberté intellectuelle, et liberté tout court d'ailleurs, dont vous faites preuve indépendamment des dogmes dont vous vous moquez, indépendamment de tous les oukases. Cette curiosité, cette liberté, Michel Orcel, d'où viennent-elles ? Alors, avant de vous répondre, je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation. Je vous en prie. C'est une joie. Car je pense que nous avons beaucoup de choses en commun, notamment, justement, une ouverture intellectuelle très grande et une capacité à jongler avec des domaines assez différents en apparence. Absolument. Alors, pour ce qui est de la curiosité, vous mettez le point exactement sur un thème qui m'est très très cher et dont je parle d'ailleurs abondamment dans mes mémoires, car je crois que c'est une des qualités que j'ai reçues à la naissance. Oui. Alors ça, c'est l'homme de la rue qui dit ça. Mm-hmm. Le psychanalyste freudien vous dirait que c'est une sublimation de la curiosité sexuelle. Et oui. Voilà, naturellement, oui. Et de l'acte de la scène primitive. Bon, je me passerai de cette explication-là, mais je me reconnais effectivement depuis l'enfance une qualité que je souhaite à tous les enfants qui naissent sur cette terre. Une grande curiosité, parce que ça rend la vie passionnante. Bien sûr. Ça rend la vie passionnante, et ça ouvre naturellement sur une multitude de domaines auxquels on ne s'attend pas forcément. C'est ça qui est encore plus intéressant. Et donc, on est invité, bien entendu, à les explorer dans le temps et dans l'espace. Alors, l'espace, Michel Orcel, vous êtes un homme du Sud, vous êtes né à Marseille, vous vivez et travaillez à Nice, votre maison d'édition, Arcades Ambo, est à Nice. Vous êtes un homme de la Méditerranée, et de toutes les rives de la Méditerranée. La rive sud, donc pour nous, la France, l'Italie, également le Maghreb, le Maroc. C'est quoi ce sud pour vous ? Qu'est-ce qui vous a... C'est parce que c'est votre lieu, c'est le lieu de la formule dont parlait Rimbaud. C'est parce que vous y avez trouvé une lumière, un ciel. C'est parce que cette Méditerranée rassemble précisément des peuples, un certain nombre de diversités intellectuelles, spirituelles. Vous parlez de l'Italie, qui est votre seconde patrie, pourrait-on dire, l'Italie romaine, l'Italie païenne des Césars, l'Italie catholique des papes. C'est quoi ce Sud, cette appétence pour le Sud ? Alors, de fait, je suis tout à fait méridional. Oui. Et là aussi, je pourrais donner des raisons d'ordre analytique, mais elles seraient trop intimes pour que je les étale ici ou ailleurs. Oui. mais de fait, je suis profondément attaché à mes origines méridionales, bien que je sois également intéressé, par exemple, lors de mes recherches sur Léopardi et sur le romantisme italien, je me suis passionné pour Hölderlin, pour Novalis, pour Wackenroder, enfin, voilà, ce n'est pas du tout c'est pas exclusif. Ce n'est pas exclusif d'autres domaines de recherche qui m'intéressent énormément également. Maintenant, je suis méridional. L'Italie est au premier plan de mes amours. Vraiment, j'y ai vécu. J'ai vécu 25 ans à Paris, j'ai vécu 3 ans en Italie, j'ai vécu 12 ans au Maroc, j'ai visité le Moyen-Orient. Voilà, j'ai effectivement un attachement très fort à la fois à l'Italie et aussi au monde musulman, arabo-musulman, je dirais, parce que les chrétiens arabes doivent être prise en compte de façon absolument indispensable. Absolument. Ils sont au cœur de la chrétienté historique. Bien sûr. Voilà, donc la Méditerranée, c'est très très important pour moi, mais je crois que c'est quelque chose de très presque physiologique, je dirais, n'est-ce pas ? Bon, je suis d'une race, une vieille race nissarde, si vous voulez, demi-montagneuse, et je pense que c'est des choses qui me traversent, voilà. Alors, ce qui vous traverse, de part en part, et ce qui est vraiment l'articulation cardinale de votre existence, je le disais, c'est la langue, c'est le langage, c'est la parole. Quand je dis la langue, ça peut s'entendre au pluriel. Vous êtes un immense traducteur de grands massifs. Vous vous attaquez à des massifs poétiques colossaux. Vous avez traduit la Divine Comédie de Dante, vous avez traduit l'Arioste, Roland Furieux, vous avez traduit le Tasse, Jérusalem libérée, non plus délivrée. Bravo. Délivrée.
la langue, les mots, y compris, pourquoi pas, si vous le souhaitez, dans votre pratique de psychanalyste, puisqu'après tout, la psychanalyse est aussi une manière de lire, de lire l'inconscient, d'interpréter, de traduire. Exactement, on est dans une forme d'herméneutique également. Tout à fait. Je voudrais essayer de faire comprendre aux téléspectateurs à quel point vous êtes un homme de mots et un poète aussi. Je précise d'ailleurs que vous venez de publier chez Arcades Ambo également 12 sonnets. Vous trouverez là encore sur la librairie, dans la boutique de TV Liberté. Les mots, la langue, le langage, le verbe, y compris d'ailleurs au sens spirituel, théologique, religieux. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui rassemble votre activité de traducteur, de poète et d'interprète, d'herméneute? Alors certainement. Enfant, j'étais plutôt attiré par la peinture et la musique. D'ailleurs, la musique, c'est resté vraiment très très présent dans ma vie, puisque je me suis passionné pour l'opéra, j'ai fait de la critique lyrique. Musique, absolument. J'ai écrit une biographie de Verdi, oui, qui fait aujourd'hui quand même autorité. C'est la plus récente et la plus exacte. Donc la musique est quand même restée active, mais disons que la peinture était aussi au centre de mes activités d'enfant. Mais ça a été une sorte d'échec, l'œil, l'oreille. Oui. Et en même temps, j'adorais parler, j'adorais défendre des causes, j'avais un sens de la justice assez aigu, pérorais, j'imitais, bon. Et toujours est-il que, en revanche, j'avais beaucoup de mal à exprimer mes émotions, mes sentiments, et c'est venu finalement très tard. Et ça s'est fait, je pense, à la conjonction de 2 ou 3 éléments. Oui. Les 2 plus importants, oui, ça a été à la fois l'exercice journalistique et critique, littéraire, musical, qui m'a obligé qui a été une sorte de propédeutique à écrire vite, à savoir écrire, à savoir former rapidement des phrases, etc. Et par ailleurs, donc ça c'est plutôt dans le sens de la brièveté et du jet, une certaine pugnacité. Pugnacité aussi, bien sûr. Je suis très pugnace. Ah, mais ça, beaucoup le savent. Et les lecteurs de vos mémoires écrits sur le sauront. Et également, vous êtes un homme qui ne répugnait pas à la polémique et à la colère même. Hein. Tout à fait, tout à fait, sainte colère. Tout à fait. Et l'autre, c'est la traduction. La traduction m'a permis d'étendre alors de façon merveilleuse. Dans un domaine donc qui me touchait de près, l'Italie, oui, qui m'a permis d'étendre le champ lexical, syntaxique, intellectuel, psychique, voilà. Et donc je crois que c'est la conjonction de ces 2 propédeutiques, journalisme et traduction, que j'ai pu enfin me livrer à l'écriture telle que je l'envisageais depuis longtemps, sans vraiment le pouvoir. J'étais assez impuissant d'une certaine manière à écrire, oui, jusque-là. Oui. Et ça, ces 2 choses-là m'ont libéré considérablement. Voilà. Et on sent chez vous, il y a donc une grande liberté, on l'a dit, et vous venez de parler, vous avez dit, bon, j'ai été libéré à ce moment-là, mais il y a aussi une très grande rigueur. Un des mystères, pour moi, vous concernant, c'est cette oreille, précisément, qui sait lire, qui sait entendre, qui sait écouter le vers, celui de Dante exemplairement, parce que là, votre traduction de la Divine Comédie est tout à fait exceptionnel. Donc cette oreille, ce sens musical et cette rigueur presque métrique que l'on retrouve aussi dans vos 12 sonnets. Donc liberté et rigueur. Il y a là une alchimie, il y a là une magie qui fonctionne évidemment, vous lisant. Est-ce que vous y êtes sensible? Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient chez vous? Ou bien est-ce que vous ne vous posez pas la question, vous êtes naturellement porté et dans votre activité de traducteur et dans votre création poétique et dans votre création romanesque vers cette façon d'écrire et de faire? Alors, je disais tout à l'heure que la musique a eu beaucoup d'importance dans ma formation. Je pense qu'effectivement, j'ai une oreille musicale. Ouais. Bon, et que je suis très très sensible au rythme. Bien. Et donc, vous savez, j'en reviendrai au fond à cette annihilation de l'opposition qu'on met en général entre la règle et la liberté. Oui, hein, oui, voilà. Oui. Je vais l'effacer, je vais la dissiper. Oui. Pourquoi? Parce que chez les poètes anciens, comme aujourd'hui, si on le veut, la règle devient une occasion de se libérer. Exactement comme en mystique, les rites deviennent des moyens pour s'envoler ailleurs. Hein, voilà. Donc la règle en soi n'est pas contraignante, au contraire, elle est une occasion de saut, de projection. Voilà. Appuyer ça sur un usage
artisanal, moi j'insiste beaucoup sur mon artisanat. C'est très important. Très important. Et c'est le travail d'artisan, votre travail d'éditeur également, je veux dire. Oui, moi je suis un artisan. Voilà, simplement, voilà, on peut pas demander à n'importe qui de devenir ébéniste à 25 ans. Vous comprenez, on peut pas restaurer une très belle commode à 25 ans. Il faut avoir 25 ans de métier derrière soi. Voilà. Bon. Donc l'artisanat, c'est ça. Et malheureusement, une grande part des traducteurs d'aujourd'hui, surtout dans le domaine poétique, sont malheureusement dépourvus de ce travail. C'est ça qui est regrettable dans le champ de la traduction en français en tout cas. Pour ce que je connais. Voilà. Oui. Donc, dans mon cas, si vous voulez, à la fois la sensibilité musicale et spécialement métrique, et ce souci d'utiliser la règle comme non pas un obstacle, mais au contraire une planche qui permet de sauter, n'est-ce pas? Voilà. Ça, de s'élever, de voilà. transcender, voilà, exactement. Donc, c'est par exemple les 12 sonnets sont des sonnets en décasyllabes. Assonance, vaguement rimé, mais voilà, il y a des rimes régulières. C'est pas très régulier, mais il y a des rimes. Absolument. Et ce sont des constructions qui sont très, comment dirais-je, qui m'ont été inspirées. Alors c'est là où je rejoins la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement plusieurs niveaux de la langue. La langue s'exprime à travers un certain nombre de zones du psychisme. Et la fin de mes mémoires énonce quelque chose à quoi je tiens de plus en plus, c'est l'idée que nous sommes en réalité traversés. Voilà. Nous sommes des véhicules. Nous transportons des choses. Alors, nous transportons d'abord, naturellement, un capital génétique qui nous échappe totalement. Nous transportons l'environnement primaire, maternel, etc., paternel, etc., que nous avons reçu. Nous transportons une culture, un état social, une histoire nationale, internationale. Et puis nous sommes aussi traversés par des fantasmes, et parfois, si on le veut, si on l'accepte, on peut être traversé par des sortes de voix qui sont pas forcément divines. Ça, la question n'est pas là. Je me rappelle un jour, je faisais une conférence, j'étais tout jeune, je faisais une conférence dans une banlieue sur la poésie, dans une banlieue communiste. Et alors j'ai expliqué aux jeunes gens que j'étais inspiré. Et alors, en faisant ce geste, ils ont tout de suite pris ça pour une déclaration très provocante. Très provocante. J'étais croyant, c'était affreux. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Moi, je parlais plutôt de l'inconscient. Mais peu importe. Mais c'est une anecdote qui est assez drôle. Et toujours est-il que lorsque je traduis, par exemple, ou lorsque j'écris ces poèmes, je me sens vraiment inspiré. C'est-à-dire que j'ai comme un petit génie à côté de moi qui me guide, qui me donne la bonne solution. Voilà. Vous voyez? Et ça m'appartient pas, vraiment. Mais justement, comme nous ne sommes pas dans une banlieue communiste sur TVL, je peux me permettre de poser de manière très ouverte la question de la transcendance. Vous avez un grand sens de l'absolu, Michel Orcel, qui se manifeste de différentes manières. Vous êtes appelé d'une certaine, il y a chez vous une vocation qui passe à travers donc la littérature, à travers la poésie, à travers la traduction, mais les massifs auxquels je faisais allusion, auxquels vous vous êtes mesuré, Dante au premier chef, mais c'est valable pour le Tasse, pour l'Arioste. Vous le reconnaissez, cela. Vous voyez bien qu'il y a chez vous une forte tension verticale, en quelque sorte, vers le sommet. Cet absolu, cette relation avec l'absolu, cette traversée par et de l'absolu, vous la vivez également, vous l'éprouvez, parce que je ne pense absolument pas que ce soit simplement un exercice de style, un exercice littéraire, ou une manière de procéder de la part de Nestet. Non. Alors, je vais d'abord répondre sur le plan très matériel, parce qu'il faut commencer toujours par le concret. Je pense que si je me suis mesuré à ces grandes œuvres, ça n'est pas pour rien. C'est parce que j'étais enfant, j'étais chétif, je souffrais un peu comme ça d'une sorte de sentiment d'infériorité physique, enfin voilà, par rapport à mes camarades. Enfin donc j'ai essayé, je crois, de me mesurer à des choses plus grandes que moi qui m'élèvent à ma manière. Après, quand j'ai pu me développer, faire de l'escrime, n'importe quoi, je me suis lancé à toutes sortes de choses quand j'ai pu le faire. Mais entre-temps, il y a eu cette formation, et une de mes vieilles tantes m'avait d'ailleurs donné comme devise, elle m'avait dit, toi, ce sera Excelsior, Saint-Père Excelsior. Plus haut, toujours plus haut. C'était performatif quand même. En effet. Donc voilà. Alors, si vous voulez, me mesurer à des grandes œuvres, pour moi, c'est excitant, c'est très stimulant. Voilà. Ça me vient probablement de l'enfance, comme je viens de le dire, de façon très superficielle. Je ne suis pas, voilà, mais voilà. Et puis, alors, il y a effectivement, il y a beaucoup plus que ça. Il y a la question de l'absolu, de l'appétence vers l'absolu. Et de ce point de vue-là, alors j'ai traversé vraiment toute la gamme des croyances, dans ce sens où
sorti d'une famille extrêmement catholique, Oui. avec des gens d'ailleurs de très grande qualité. J'avais un grand-oncle qui était maître de chapelle de la cathédrale de Marseille, qui était un homme très très inspiré, un grand musicien. Mes parents avaient des amis de grande qualité, prêtres de grande qualité. Mais malgré tout ça, je suis devenu, moi, étant de la génération de 68, je suis devenu athée, anticlérical. Oui, vous évoquez cette période, bien sûr, dans vos mémoires. Voilà, et notamment, j'ai épousé la pensée de Léopardi, et de Hölderlin d'une certaine manière aussi, puisque les dieux se sont enfuis. Oui. Le monde est sans Dieu. Voilà. Nous ne sommes rien. L'existence n'a pas de sens. J'ai adoré Nietzsche et je continue à aimer Nietzsche, qui est un immense penseur. Et qui n'est pas seulement le penseur de la destruction. Bien sûr. C'est aussi un penseur du retour à la vie. Et les pages qu'il a écrites sur Jésus sont d'ailleurs, quand on les étudie de près, sont extrêmement troublantes. Absolument. Voilà. Il traduit l'évangile par le joyeux message. C'est merveilleux. Ouais, c'est excellent. Voilà. Et il est sensible à la force de Nietzsche dans le présent, dans l'instant. Voilà. Le royaume de Dieu est là. Oui, tout à fait. Ça, c'est Nietzsche qui le dit, c'est même pas moi. C'est formidable. Oui, et puis mais là, on oublie complètement. Vous voyez cet aspect-là. Bien sûr. Donc, de fait, donc je suis passé par ça, et puis ensuite, je me suis converti, en quelque sorte. J'ai reçu une sorte de... Ce n'est pas une révélation mystique, je veux pas en faire comme ça une espèce de spectacle, pas du tout, mais un peu sur la trace de Foucault, de Charles de Foucault, de Louis Massignon, d'Ernest Picari. Oui. D'où le lien aussi avec le Maroc. Alors justement, justement, d'abord j'avais été attiré très très jeune par l'islam, à travers la bibliothèque de ma mère, j'avais découvert Charles de Foucault, et justement cette fascination pour l'islam, l'homme seul dans le désert face à Dieu, enfin bon. Et donc, je me suis converti à l'islam, je le dis sans aucune gêne. Ça a été ma conversion à Dieu. Oui. Voilà. À Dieu. Ouais. Et puis, dans un deuxième temps, 10 ans plus tard, revenant en France, j'ai éprouvé un besoin supérieur et je me suis, si j'ose dire, reconverti, puisque j'ai baptisé, etc. Je me suis reconverti au christianisme de façon alors adulte, totalement libre, en adhérant au christianisme, sur lequel je continue naturellement à travailler intellectuellement et si possible spirituellement. Voilà, et qui me passionne, parce que vous savez d'ailleurs, puisque vous les avez reçus, j'ai publié dans mes éditions, nous avons publié, puisque nous sommes plusieurs, je suis pas seul, nous avons publié 2 livres très importants d'un de mes maîtres de la Sorbonne, Claude Tresse-Montant, 2 livres très importants, parce que Tresse-Montant, j'ai eu 2 grands maîtres à la Sorbonne, j'ai eu Tresse-Montant pour la métaphysique hébraïque et chrétienne, et Roger Arnaldez pour la métaphysique islamique, musulmane. Voilà. Donc, ça a été une occasion pour moi de rendre hommage à ce maître, qui était un homme tout à fait extraordinaire. Voilà. Et donc, je continue naturellement à tracer un chemin dans ce sens. Alors, votre livre, vos mémoires écrits sur l'eau sont extrêmement vifs, vous ressemblent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très stendhalien, j'ai eu l'occasion de vous le dire, de hussard presque, hein, quelque chose de cavalcadant, qui est très présent, qui saute aux yeux vraiment et à l'oreille pour le coup. Il se trouve que, donc on ne peut pas retracer intégralement votre itinéraire, cela va de soi, l'Italie, la Villa Médicis, enfin, mais j'ai été frappé de voir à quel point vous avez eu comme ami proche ou comme connaissance de très grands esprits pour tout le monde, enfin pour tous les lecteurs, pour ceux qui s'intéressent à la littérature. Vous avez très bien connu Italo Calvino. Vous avez très bien connu Sioran, vous avez été très proche de Philippe Jacotet, excusez du peu, d'Yves Bonnefoy, donc de grands poètes, de grands écrivains. Cette période de votre vie, d'André-Pierre de Montdiargue. Alors moins proche, je l'ai connu, mais voilà, vous l'avez connu. Oui, j'ai eu un échange avec lui, très intéressant, très charmant. Alors justement, donc vous y revenez, vous en parlez, vous les évoquez. Ces écrivains-là. Que vous avez rencontrés, donc que vous avez aimés, avec lesquels vous avez été très proches. Est-ce qu'ils ont été des maîtres? Est-ce qu'ils ont été des passeurs? Est-ce qu'ils ont été des frères? Qu'en avez-vous retiré de leur fréquentation, de leur peut-être de leurs recommandations, de votre propre lecture de leurs œuvres? Donc pourquoi Sioran? Alors là, à la limite, on pourrait répondre par Léopardi, une filiation. Hein. Enfin, Calvino. Voilà, tous ces écrivains que vous avez croisés, dont vous restituez des portraits très vivants, qu'ont-ils été pour vous? Alors, chacun a eu un rôle différent. Il y en a un que vous ne citez pas parce qu'il est beaucoup moins connu, mais que toute une génération de poètes et d'écrivains respectent infiniment et dont
dont on respecte, dont on vénère le souvenir, c'est Pierre Auster. Oui, absolument. Qui était un C'est grand vrai. poète, C'est vrai. un homme d'une discrétion absolue, qui a servi la littérature et les jeunes écrivains avec une modestie et une extraordinaire, puis non seulement une gentillesse et une générosité, mais aussi beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Et c'était quelqu'un qui mettait en lien tout le monde. Voilà. Alors, grâce à lui, j'avais découvert Christian Gazricor, qui est peu connu, mais qui est un très grand poète, une sorte de Rimbaud chrétien, fou, qui s'est suicidé à 40 ans, qui a été un grand ami. Bon, à travers lui, j'ai connu Auster, j'ai connu Bonnefoy, j'ai connu De Guy, etc., etc. Oui, Michel Alors, Deguy. chacun a eu un rôle un peu différent. Bonnefoy, j'ai eu des relations un peu distantes avec lui, nous écrivions, etc., et j'étais très marqué par sa poésie, bien sûr. Jacotet était déjà plus proche pour moi parce que il était traducteur, un très grand traducteur, Hölderlin, Mandelstam, etc. Bon, alors, Léopardi, il s'y était essayé sans guère de succès d'ailleurs. Et puis, bon, donc là, il y a eu une relation déjà plus forte, vous voyez, plus forte, un peu je dirais pas de maître à élève, mais enfin, quand même, c'était inspirant. Puis c'était un homme tellement charmant et drôle aussi. Voilà. Tout ça lié à une région que j'aime beaucoup, qui est la région de Grignan, où j'allais beaucoup autrefois. Voilà. Bon. Le plus grand maître que j'ai eu, ou les deux plus grands maîtres que je considère, c'est Jean Starobinski. Oui, absolument, je ne l'ai pas cité. Voilà. Mais enfin, Jean Starobinski, qui pour moi était un extraordinaire maître, même si je n'ai jamais suivi ses cours. Mais nous correspondions. Il a préfacé ma thèse, il a préfacé mes traductions de Da Ponte pour Mozart. Bon, et j'ai une correspondance avec lui, enfin que je cite un peu d'ailleurs. Et voilà, il y avait vraiment une communion intellectuelle entre lui et moi. Et l'autre, qui est un esprit un peu moins connu, mais aussi fin et aussi subtil, c'est Jean-Pierre Richard, qui avait la chaire de littérature française à Paris 4, qui était extraordinairement fin et qui a donné des analyses soit de grands classiques, soit de contemporains, dont un article sur mon travail, qui sont d'une redoutable intelligence, d'une acuité fulgurante. Vous évoquiez l'herméneutique au début de notre échange, Michel Orcel, vous aimez beaucoup tout ce qui leur relève des signes. Vous évoquez par exemple le tarot, il y a quelques incidences autour de l'astrologie, et on retrouve ce goût des signes précisément et de l'herméneutique. Vous vous intéressez également de très près aux emblèmes, aux devises, aux blasons. C'est une façon de qualifier votre art poétique. Le blason, je veux dire, le symbole. Vous vous reconnaissez dans ce terme? Peut-être parce que le blason, comme vous le savez, c'est un genre de la Renaissance. Bien sûr. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, comme je me sens très proche des Renaissants, j'ai été très marqué par Agrippa d'Aubigné, par Maurice Sèvres, bien sûr, par Jodelle, tout ça. Bon. Donc, de ce point de vue-là, oui, vraiment, je me sens très proche d'Élie. D'ailleurs, comme vous savez, il y a des devises avant chaque dizain. Voilà. Donc, voilà. Et effectivement, j'ai travaillé sur les devises. J'ai même, avec un collaborateur, un remarquable jeune homme, très grand héraldiste, nous avons édité 3 tomes d'un dictionnaire raisonné des devises qui regroupe 8000 devises commentées, illustrées, traduites, enfin voilà. Donc je m'intéresse beaucoup à ça et effectivement ça représente d'une certaine manière, d'une façon emblématique, c'est le cas de le dire, mon travail poétique, oui, ça on peut dire ça, oui. Une manière de voir et de faire. L'image, c'est ça, tout à fait. Notre émission, notre entretien, hélas, touche à sa fin. Dans vos 12 sonnets, je cite simplement 2 vers, l'autre versant de tes mémoires, ou tu ne dis rien de ta passion suprême. Je ne vais évidemment pas vous interroger sur votre passion suprême, mais le silence, pour vous qui avez été critique musicale, pour vous qui êtes un poète et un homme de l'oreille et de la musique, le silence est important? Vous savez qu'on ne peut pas concevoir la lumière sans l'ombre, ni la parole sans silence, ou la musique sans silence. C'est une manière de dernier mot, le silence. Est-ce qu'il peut recouvrir une forme de plénitude, au-delà de la langue et de la parole? Vous me jetez dans l'embarras, Rémi Soulier. Vous me jetez dans l'embarras. Mais il va de soi que la langue des oiseaux, la langue du ciel, ne sera certainement pas la nôtre. Absolument. Donc elle tiendra peut-être à la fois du langage et du silence, les deux à la fois. Merci beaucoup, Michel Orcel. Merci à vous. Merci à tous. Nous ne vous avons donné qu'un aperçu très minime de ce livre, Mémoires écrits sur l'eau, de l'œuvre et de la pensée de Michel Orcel. Je vous engage, bien entendu, à aller y voir de très près, de très loin et de très haut. Merci beaucoup, Michel Orcel. Merci à vous.